et que vous, partout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Vive la République! Vive la France! Vous l'avez reconnu, Emmanuel Macron, c'était Guillaume Tabar, vous en souvenez, le meeting du 10 décembre 2016 au parc des Expos, manches retroussées, en sueur. On n'avait jamais vu ça, on peut le dire à l'époque, de la même manière qu'il y a des choses qui se passent actuellement dans la vie politique française que l'on n'avait jamais vu. Je pense à par exemple la vidéo d'Éric Zemmour. Bonjour Guillaume Tabar. Bonjour. Je vous salue officiellement, vous êtes éditorialiste au Figaro, vous publiez Macron, la révolution inachevée, ça paraît ces jours-ci chez Robert Laffont. Ce livre, c'est votre bilan de 4 ans et demi de pouvoir de celui qui annonçait une révolution. Je rappelle, c'était le titre de son livre programmatique, qui d'ailleurs, je crois, sortait il y a 5 ans, jour pour jour, ces jours-ci, fin novembre. Oui, en gros, c'était au moment où se lançait dans cette aventure présidentielle, et avec ce titre à la fois audacieux, et pour te dire peut-être un peu prétentieux, parce que prétendre faire la révolution, c'est pas rien. Surtout dans la France, où dans notre imaginaire, la révolution, c'est vraiment des périodes de renouvellement absolument radicaux. La Révolution française, ou même si on prend d'autres périodes comme la Libération et le retour de Gaulle en 45, la Ve République, ça, ce sont de vraies révolutions, des révolutions politiques. 81 aussi, avec la grande alternance avec la gauche. Non sanglante, on le souligne quand même, parce que la révolution, tout souvent, ça part de sang, voilà, ça part de violence. Celle de 89 fut sanglante, mais d'autres ne le furent pas, effectivement. Oui. Et donc Emmanuel Macron, finalement, prétendait rien de moins que d'apporter à la France un bouleversement aussi radical. Alors, c'est pour ça qu'en faisant le bilan au bout de 4 ans et demi, bien sûr, comme tout président, il aura un bilan. Et ce bilan, certains vont le saluer, le défendre, d'autres vont le critiquer. Mais est-ce qu'on peut dire pour autant que le pays a été radicalement transformé ? On peut à tout le moins se poser la question. Alors, c'était la question que je voulais vous poser. De quelle nature cette révolution, d'ailleurs, Emmanuel Macron, quelle était la nature de cette révolution qu'il entendait faire ? L'a-t-il menée ? Pourquoi n'a-t-il pas pu ? Alors, on vous pose souvent cette question. Je regardais un peu les interviews que vous avez accordées à l'occasion de la sortie de votre livre. Est-ce que le profil d'Emmanuel Macron, haut fonctionnaire, passé par la haute banque, est-ce que, évidemment, ça fait de lui l'homme du système ? Mais vous déconnectez en fait la question du CV du projet politique. Bien sûr, parce que je pense que un individu, et surtout en politique, il n'est pas tant ce qu'il a été ou ce qu'il a formé, mais ce qu'il fait, et ce qu'il fait au contact des réalités. Et on enferme souvent les gens dans des cases. Alors on dit, voilà, c'est un haut fonctionnaire, c'est un énarque. Bon, qui on a eu comme énarque président ? On a eu un certain Jacques Chirac. Quand aujourd'hui, il a été récemment encore honoré avec l'anniversaire de sa naissance, lorsqu'on parle de Jacques Chirac, on pense plutôt au Corrézien, à l'homme qui tâtait le cul des vaches, à l'homme qui était proche des gens, etc. On dit pas, c'est un énarque. Or, il était un pur produit de l'ENA. François Hollande aussi, pour prendre un autre exemple, pur produit de l'ENA, et pourtant, comme lui aussi élu de la Corrèze, alors il y a eu peut-être bien d'autres défauts dans la présidence de François Hollande, mais au moins on ne lui faisait pas le reproche d'être quelqu'un de hautain, d'arrogant. Donc je pense que c'est des questions de traits de caractère, plus que des questions de parcours professionnel. Emmanuel Macron, alors ça c'est un autre problème, c'est que je pense que il a eu l'intuition d'un changement de rapport au pays, mais peut-être que cette conscience peut-être trop vive d'une certaine intuition justement, ou ce que lui pouvait penser être une forme de supériorité, a été trop visible. Mais la révolution n'a peut-être pas eu lieu là où on l'attendait, c'est-à-dire qu'il promettait une révolution aux Français dans le fonctionnement du pays, avec ce fameux libéré et protégé, avec cette connotation Europe du Nord qui était assez forte, révolution libérale douce, mais avec un accompagnement social. Et en fait, la vraie révolution, c'est pas ça, c'est peut-être plutôt dans le paysage politique, dans le paysage des partis, la recomposition de la vie politique française. Tout à fait, ou en tout cas la décomposition. Pour la recomposition, peut-être qu'elle est encore à attendre. Vous avez raison sur le premier point. On parlera des LR tout à l'heure, parce que c'est peut-être ça la recomposition. L'un des maîtres mots du projet d'Emmanuel Macron, de ce discours initial, c'était le mot émancipation. Et c'est vrai que dans son approche du fonctionnement de l'État, du fonctionnement de l'économie, des rapports sociaux, son idée c'était de dire il faut sortir de la jauge uniforme et qui se traduit souvent par des carcans qui emprisonnent plutôt qu'ils ne libèrent, pour passer à un projet d'émancipation individuelle. C'est-à-dire que plutôt que de dire allez, on va faire des allocations universelles pour tout le monde, on va plutôt donner à chacun la possibilité de se construire un destin personnel. C'est pas révolutionnaire du tout ça, Guillaume Tabar. Ça fait 25 ans qu'on est en train de faire ça. Depuis la fracture sociale de Jacques Chirac, on fait du sur-mesure en direction des plus pauvres en disant c'est eux qui ont le plus besoin. Emmanuel Macron est un continuateur.
Précisément, on dit ça, et la fracture sociale de Jacques Chirac, qui à mon avis est quand même l'une des plus belles, j'allais presque dire impostures de l'histoire politique, parce que il n'y a eu aucune fracture sociale qui a été résorbée. Et le décrochage des classes populaires aujourd'hui, des classes moyennes, est sans doute en gésine dès 95, et Emmanuel Macron n'a absolument pas changé cela. Évidemment, mais justement, depuis 25, 30 ou même 50 ans, la politique sociale, en fait, se réduit à faire des allocations ciblées ou des pansements sur les problèmes, plutôt que de sortir de... Vous voyez, là, pour prendre un exemple qui lui a beaucoup coûté, ce fameux pognon de dingue. Souvenez-vous, Emmanuel Macron prépare un discours sur la protection sociale, et dans une vidéo, alors pour le coup peut-être un peu mal préparée, il dit c'est quand même étonnant, la protection sociale, depuis des années on met un pognon de dingue et les gens sont toujours aussi pauvres. On a retenu l'expression pognon de dingue qui a pu paraître méprisant. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est dire le problème, c'est quoi? C'est pas quel argent on met, c'est est-ce qu'on arrive vraiment à sortir les gens de la pauvreté? Et il disait, en déversant de l'argent public comme ça, sans fin et sans discernement, on ne règle aucun problème. Et lui, il prétendait substituer une autre manière. Alors là où il y a un échec de sa part, c'est qu'il n'a pas réussi, ou pas pu, ou pas voulu, je ne sais pas, substituer une autre logique qui permette effectivement de sortir de la pauvreté, de sortir des carcans de différentes natures, sans recourir classiquement à l'argent public. Alors votre journal d'ailleurs publie ce matin les résultats d'une enquête sur le rapport des Français à la méritocratie. Et je voulais poser la question à Aurore Berger, nous avons été pris par le temps. Il en ressort de cette étude que les Français ont des doutes. Ils considèrent que le réseau de relations est plus important que le travail ou le mérite pour réussir. Dis-moi qui tu connais, je te dirai qui tu es. Ils pensent aussi que l'école ne joue plus son rôle d'ascenseur social et qu'il y a un fort déterminisme. Ça, c'était la promesse du macronisme, de casser cela. En cela, c'est pas inachevé, c'est un échec. Oui, et notamment sur le domaine de l'école, parce que en matière d'école, le quinquennat d'Emmanuel Macron a commencé avec ce fameux dédoublement des petites classes en REP, dans ces zones sensibles. Mesure saluée quasiment unanimement et aujourd'hui que tout le monde reprend, mais ça ne devait être que le premier étage d'une fusée destinée à libérer l'école, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'à sortir des carcans dont elle est victime. Vous vous souvenez, Claude Allègre qui parlait du mammouth de l'éducation nationale, mais on se rend compte qu'en matière de gestion des carrières, de fluidité des parcours, de fonctionnement des établissements scolaires, en fait, rien n'a changé. Et ça, pour le coup, vous avez raison, c'est un véritable échec. Guillaume Tabar, vous restez avec nous. On parle de votre livre « La Révolution inachevée », paru chez Robert Laffont. On va continuer à creuser, peut-être essayer d'entrer dans la tête d'Emmanuel Macron, de percer aussi ce mystère du « en même temps » qui donne l'impression d'un candidat peut-être qui manque de conviction, de colonne vertébrale, et c'est pourtant lui le mieux positionné à l'heure actuelle pour la présidentielle de 2022. C'est le Zoom Info sur Europe 1 jusqu'à 9h.